Nouvelle édition spéciale de Smart Bourse, évidemment, depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon cette semaine. L'occasion de retrouver toute une série de nouveaux invités, à commencer par Frédéric Leroux, le responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac, qui viendra évoquer ses convictions de marché dans ce monde selon Trump, comme il le décrira dans quelques instants. Nous évoquerons à nouveau la dimension des actifs privés, du non-coté, à travers notamment la stratégie de Schroders en la matière, et notamment sur la partie dette infrastructure qui semble être une bonne porte d'entrée justement pour des investisseurs particuliers et des clients non professionnels qui souhaiteraient s'exposer justement à ce marché des actifs privés. Nous évoquerons également la dimension matières premières avec le grand gagnant de cette année sur les marchés. Je veux parler bien sûr de l'once d'or et des métaux précieux en général. C'est Benjamin Louvet, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management, qui sera également avec nous dans cette émission. Nous parlerons d'IA, bien sûr, l'IA au service des conseillers en gestion de patrimoine, et quelle est la stratégie d'Harvest en la matière pour déployer et diffuser des outils logiciels augmentés avec l'intelligence artificielle. Et puis enfin, nous évoquerons la montée en puissance des ETF actifs dans un univers ETF qui est déjà pléthorique. 14 000 milliards de dollars d'ETF dans le monde. Les ETF actifs ne représentent encore que moins de 10% de cette masse, et c'est Fidelity International, une des sociétés de gestion mondiale en pointe dans la démocratisation de ces ETF actifs, qui nous accompagnera avec Jean-Denis Bachot, le responsable de l'Europe de l'Ouest de Fidelity International. Édition spéciale de Smart Bourse depuis la convention Patrimonia à Lyon. C'est parti. Parlons à présent des enjeux de marché avec Frédéric Leroux à mes côtés de Carmignac, gérant global et responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis cette convention Patrimonia à Lyon pour évoquer le monde selon Trump. C'est le dernier petit édito que vous avez écrit il y a quelques semaines à peine, Frédéric. On a 8 mois de recul sur la stratégie, la mise en place de la stratégie de l'administration Trump depuis son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Qu'est-ce que vous en retenez entre le bruit permanent et les tendances de fond qui s'installent? J'ai tendance à dire qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Je crois que c'est extrêmement clair sur l'aspect des droits de douane. Tout le monde s'est amusé, s'est gaussé en disant Trump's always chickens out, autrement dit, il se dégonfle toujours. Il ne s'est pas dégonflé, il a commencé à 60 pour arriver à 15. C'est sa méthode, c'est dans son livre The Art of the Deal, c'est le playbook. Il commence par sidérer, comme ça après 15% ça devient acceptable. Et on a vu comment c'était devenu acceptable pour l'Europe par exemple. Donc il met en œuvre son programme. Il a été extrêmement fort sur l'immigration, probablement un peu trop. Mais donc pareil, c'était une promesse, elle est tenue. Il va un petit peu au-delà même de ses promesses avec la Fed, peut-être qu'on en parlera après, en essayant d'en prendre plus ou moins le contrôle. Et puis alors ce qu'on peut dire, c'est là où il s'est un petit peu planté, c'est 24 heures pour régler la guerre en Ukraine. Bon là c'est plus compliqué. Il a essayé, il n'y est pas arrivé. Mais j'ai envie de dire en tout cas sur le programme économique, il délivre complètement. Et je pense que derrière ça, contrairement quand même à ce que beaucoup d'observateurs estiment, il y a une vraie stratégie derrière avec une vraie finalité. Même si on a le sentiment que c'est des allers-retours, des contradictions, des négations, je crois qu'on va vraiment vers quelque chose de très précis concernant la politique de Trump. Et donc si on reste dans la dimension macro, mais on peut élargir à ce qu'on appelle la géoéconomie aujourd'hui, Frédéric, la finalité c'est quoi? C'est obtenir une croissance nominale plus forte aux États-Unis que ce qu'on a pu avoir au cours des cycles précédents? Exactement. C'est-à-dire qu'on a connu plein de belles années de désinflation, de taux très bas, qui auraient probablement pu théoriquement conduire à une baisse de l'endettement, notamment d'État. On a eu l'inverse partout dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, Trump est en train exactement de créer les conditions d'une croissance nominale forte, croissance réelle plus inflation, pour réduire le ratio dette sur PIB. Alors, c'est une vision personnelle. Il faudra un peu de temps quand même pour confirmer que c'est bien l'intention de Trump et des gens quelquefois très intelligents qu'il a autour de lui. Pas le cas de tout le monde, mais certains d'entre eux le sont vraiment.
réduire l'endettement pour redonner de la liberté finalement. C'est un petit peu ça sur le plan économique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump travaille pour les gens qui ont voté pour lui. Il travaille pour la classe moyenne, il travaille ce qu'on va dire pour Main Street, et probablement on va découvrir progressivement qu'il travaille moins que ce qu'on pense Pour Wall pour Street. Wall Street. Ouais. Qu'est-ce qu'il voit Trump? Il voit des gens qui ont envie qu'on s'occupe d'eux, qui ont certes le plein emploi, parce qu'aux États-Unis on n'est pas loin et ça fait quelques années que ça dure, et bravo sur ce plan-là pour toutes les politiques qui ont été menées avant, mais ce plein emploi n'a pas du tout mené à des gains de pouvoir d'achat, c'est au contraire un déclassement progressif de la classe moyenne américaine, mais pas seulement américaine d'ailleurs. En Europe, je crois qu'on peut dire ça dans beaucoup de pays, c'est la mondialisation malheureuse. D'où cette volonté d'un nouvel isolationnisme, qui est une tendance historique américaine. Et là, ça revient, et j'ai envie de dire, à la demande du peuple. Donc, travailler pour que le peuple ait le plein emploi et probablement aussi une vie un peu meilleure, qu'on sorte de ce déclassement. Si ça passe par une croissance nominale plus forte, ça veut dire que ça passe aussi par plus d'inflation, donc par des taux d'intérêt plus élevés, donc à terme par des valeurs d'actifs chèrement valorisées qui souffrent un peu au profit de Main Street. Donc un grand retournement, une grande rotation. C'est ça. Bon, c'est une idée, c'est peut-être. Il y a quand même une contrepartie ou un prix à payer à cibler une croissance nominale plus importante, et notamment avec la partie inflation qui sera sans doute plus élevée que 2% en moyenne désormais. Frédéric, c'est une conviction forte chez vous? Alors c'est une conviction au moins personnelle qui a justifié d'ailleurs qu'on monte un fonds exactement sur cette dédié à ce thème-là, dédié à l'inflation pour les 10 ans qui viennent. C'est pas consensuel, mais à la limite ça me satisfait, ça me réconforte. C'est une position qui ne vous dérange pas. Consensuel, voilà. Et donc oui, ça veut dire qu'il y aura des taux d'intérêt plus élevés. C'est clair, donc effectivement une économie qui va plus fonctionner de la même façon. Avant, on arrivait au plein emploi en augmentant la valorisation des actifs, en créant donc un effet richesse positif pour les détenteurs d'actifs qui pouvait se matérialiser en consommation additionnelle qui crée justement la demande et l'emploi. Aujourd'hui, je pense que progressivement, on va aller davantage en ciblant ce qu'on veut traiter, à savoir le pouvoir d'achat. Et c'est très paradoxal parce que aujourd'hui, ce qu'on entend souvent, c'est « Oh, s'il y a de l'inflation, la première victime, c'est la classe moyenne ». Or, si on réfléchit bien à des périodes de l'histoire pas si lointaines que ça, prenons par exemple les 30 Glorieuses en France. Les 30 Glorieuses se sont faites pour une bonne part dans une période inflationniste pendant laquelle la classe moyenne a émergé et pendant laquelle on pouvait acheter sa maison avec des taux d'intérêt à 15%. C'est ça, tandis que là aujourd'hui, avec des taux à zéro, nos enfants ne peuvent plus acheter de maison parce que la valeur est trop chère. Et donc je pense qu'il faut, je ne dis pas que c'est le schéma de base qu'il faut absolument intégrer dans sa gestion et dans sa vie, mais il faut être prêt à quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'une remise en cause importante de tout ce qu'on pense avoir appris des 2 dernières décennies. Et ça passe par une mise au pas de la Réserve fédérale américaine, Frédéric? Forcément, parce qu'une réserve fédérale américaine complètement indépendante ne laisserait jamais se développer ce programme d'une croissance économique nominale forte avec une inflation qui monte. Et donc là, il faut au moins, dans l'esprit de Trump et des gens qui le conseillent, que la Fed ne soit pas un ennemi complètement orthogonal de cette politique qui vise à faire de la croissance nominale forte. Et donc il faut au moins que la Fed soit un petit peu en retard dans ses réactions de resserrage monétaire et un petit peu à l'avance dans le cas inverse où au contraire il faut libérer un petit peu la liquidité. C'était d'ailleurs une position que défendait une Janet Yellen à l'époque, mais dans un autre monde, celui où on se battait contre la désinflation permanente, la grande modération salariale. Le monde a changé depuis, Frédéric, c'est un jeu dangereux, il y a un risque quand même lié à cette perte, ce sentiment de perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va mesurer le succès de la politique économique de Trump? Est-ce qu'on va se faire peur à certains moments avec une croissance qui pourrait être peut-être pas toujours au rendez-vous au moment où on l'attend, par exemple? Oui. Non, c'est sûr que je pense que le pari, si c'est celui-là, il est quand même un peu dangereux. Mais dans le monde actuel, avec les excès qu'on a surtout sur la dette, etc., j'ai envie de dire tout est dangereux. Ne rien faire, trop en faire, tout est dangereux. Pour moi, le juge de paix, ou en tout cas la jauge qui dira ça marche pas, c'est le ratio dette sur PIB. Plus que la santé de Wall Street
ou le prix du mètre carré américain de l'immobilier. Parce que justement, la cible, c'est Main Street, c'est plus Wall Street. Et d'ailleurs, Scott Bessent l'a dit lui-même, il a dit le focus de Trump, c'est Main Street. Wall Street s'en sortira très bien toute seule. Mais donc on n'est plus là pour faire monter Wall Street. Ça peut monter très bien en conséquence, ça peut ne pas. Si les taux montent très fort, il y a des secteurs qui en souffriront plus que d'autres, notamment ceux sur lesquels tout le monde est très largement positionné. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Mais le juge de paix, la jauge du succès ou de l'échec, c'est le ratio dette sur PIB. Et je pense qu'effectivement, si les Américains, par cette volonté politique, économique, arrivent à le faire baisser, eh bien, on aura probablement tous la solution pour régler la dérive qu'on a observée depuis 10 ou 20 ans. Ça implique une baisse continue du dollar, partant de la baisse déjà consommée, j'ai envie de dire, sur les 6-8 premiers mois de l'année, là, Frédéric? Alors, il y aurait deux facteurs structurels de dépréciation du dollar, mais il y en a un troisième facteur structurel qui pourrait peut-être inverser la donne, ou en tout cas la ralentir. La première raison d'une poursuite de dépréciation du dollar, ce serait une Fed tellement dovish, donc favorable à des taux plus bas, qui fait que comparativement aux autres régions du monde, les taux américains seraient très bas et donc feraient baisser le dollar par rapport aux autres devises. Phénomène classique. Le deuxième facteur, qui est un petit peu moins évident mais qui historiquement se montre très bien, c'est si les taux montent aux États-Unis aussi à cause de l'inflation, il n'est pas impossible que les valeurs de croissance souffrent un petit peu plus que les autres parce qu'elles sont plus chèrement valorisées. Donc ce sont elles qui ont un price earnings plus élevé, qui serait la victime principale d'une hausse des taux durables. Donc on vendrait une partie de nos actifs américains, ce faisant on vendrait du dollar, pour aller dans les autres régions du monde plus cycliques, puisque là on retrouverait des opportunités très value, bon marché. Des deux facteurs qui sont baissier dollar. Je vends mes actions américaines, donc je vends le dollar. Et le troisième facteur qui est dans l'autre sens, il est intéressant aussi, c'est-à-dire si jamais cette politique marche, eh bien à terme ça veut dire qu'il y a vraiment plus de croissance. Or, la relation la plus claire à long terme sur la valorisation du dollar, elle se fait avec le différentiel de croissance américain par rapport au reste du monde. Donc si la politique réussit, finalement le dollar pourra devenir plus fort. Bon, j'ai pas envie de faire le pari, je ne sais pas du tout ce qui se passera. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à moyen terme, on est plutôt dans cette dynamique des taux qui montent, peut-être un petit peu de rattrapage des autres marchés mondiaux qui conduirait à une poursuite de la dépréciation du dollar qui serait extrêmement favorable à un univers émergent et potentiellement aussi aux matières premières, donc à des thématiques qu'on a oubliées dans nos portefeuilles. Et donc ce qu'on voit se développer, alors qu'on a oublié pendant très longtemps, mais ce qu'on voit se développer sur les marchés depuis le début de l'année, les marchés globaux, actions par exemple, c'est que certes le Nasdaq est en hausse, mais corrigé du dollar, la hausse est déjà beaucoup moins importante, alors qu'on a des performances par exemple impressionnantes pour des marchés d'actions en Chine aujourd'hui. La Chine a démarré son rebond quand et même l'Europe aussi tient bien de ce point de vue-là. Elle a bien tenu, elle a un petit peu plus de mal maintenant, mais c'est vrai qu'entre la fin de l'année dernière et une bonne partie de cette année, elle a connu un rattrapage à l'égard des US qui était d'une ampleur rarement vue. Probablement lié au positionnement très négatif sur l'Europe au départ, très positif sur les États-Unis, et donc cette rotation qui s'est un peu faite. La Chine, parce qu'on en parle, mais c'est même pas le marché le plus fort, d'ailleurs c'est la Corée. Oui, Kospi, bien sûr. Mais la Chine a commencé son rebond quand certains ont commencé à la déclarer ininvestissable. À ce moment-là, quand on déclare un pays ininvestissable, c'est franchement tout le monde a vendu. Ouais, c'est ça. Et donc, à la moindre bonne petite nouvelle, il faut revenir dessus. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que ce rebond chinois très fort se fait malgré des données macroéconomiques qui continuent à être extrêmement mauvaises. Et donc, c'est bien une question de positionnement et simultanément peut-être d'anticipation à plus long terme d'une Chine qui finalement parviennent à trouver le moyen d'arrêter le ralentissement, redonner confiance à ces ménages, probablement en traitant définitivement la question immobilière, et à partir de là, transformer l'économie chinoise en économie consommatrice. Ça peut être un tournant structurel quand même. Ah, pour moi, ça fait partie de cette grande rotation inflation, où les Chinois, après avoir imprimé la déflation depuis qu'ils sont dans l'OMC, vont devenir au contraire consommateurs, donc vont imprimer de l'inflation au reste du monde. Donc vous voyez la Chine qui pourrait devenir inflationniste, l'Allemagne qui maintenant va dépenser des milliards dans l'armement, dans l'infrastructure, qui va enfin participer positivement à la croissance mondiale, et les États-Unis qui vont s'occuper de la classe moyenne qui va consommer 100% de ce qu'elle va gagner en plus. S'il n'y a pas d'inflation avec ça, je ne sais pas ce qu'on aura.
Bon, on suivra ça avec vous, Frédéric. Merci beaucoup pour vos convictions et pour être venu les exposer sur Be Smart for Change, évidemment, dans Smart Bourse, à l'occasion de cette convention Patrimonia à Lyon qui se tient cette semaine. Nouvel invité à mes côtés à l'occasion de cette convention Patrimonia qui se tient cette semaine à Lyon pour parler des matières premières, à commencer par les métaux précieux. C'est Benjamin Louvet qui est avec nous, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Oui, des matières premières et des précieux en premier lieu, puisque l'or et les métaux précieux font figure de grands actifs gagnants de cette année 2025. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours spectaculaire déjà réalisé par l'Once d'Or, notamment depuis le début de l'année, Benjamin? Déjà, je retiens une chose, c'est que je passe un très bon Patrimonia parce que je ne vois que des clients heureux et ça fait plaisir. Exactement. Qu'est-ce que je retiens? La chose la plus importante, Grégoire, c'est que on a une hausse sur l'or qui est intervenue pour les raisons qu'on attendait. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui peut arriver après. Et là, aujourd'hui, on a une hausse qui est venue de quoi? Qui est venue du fait que les Chinois, notamment, et les Asiatiques d'une façon plus générale, aient remis en cause le rôle de valeur refuge du dollar et se soient réfugiés beaucoup plus sur l'or que sur le billet vert, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc maintenant, l'or devient un actif de réserve pour des banques centrales je dirais le seul émergentes. Non, je parle pour la population. La population chinoise. On a également le retail chinois a acheté de l'or. Voilà, à côté de ça, on a effectivement les banques centrales qui sont des acteurs aujourd'hui majeurs. Et là, on sait, parce que tous les ans, elles sont interrogées lors d'un sondage, qu'elles veulent continuer à acheter de l'or massivement. La Chine est très active. La Chine a annoncé il y a quelques jours qu'elle voulait ouvrir une réserve d'or et qu'elle proposait à ses pays voisins de stocker leur or, créer un Fort Knox chinois. C'est quand même pas rien, hein. Et le gouvernement chinois a également mis en place, il y a quelques mois, l'autorisation pour les compagnies d'assurance d'investir une partie de leurs fonds propres dans l'or et a annoncé il y a quelques jours une baisse des limites à l'importation sur l'or. Donc il y a une vraie volonté. J'ai envie de dire que le cours de l'or va être de plus en plus fixé en Asie. C'est extrêmement important. Et puis à côté de ça, on a aussi une contrainte, c'est la production. Et la production, la plupart des analystes aujourd'hui pensent que l'année 2025 pourrait être l'année du peak gold, c'est-à-dire l'année où on atteint le maximum de production et compte tenu des projets qui sont attendus et de la baisse naturelle des projets déjà en exploitation, eh bien on s'attend à ce que la production baisse. CRU, qui est un des cabinets les plus réputés en analyse dans ce domaine-là, s'attend à ce que la production baisse de 17% d'ici 2030. Même avec les prix atteints aujourd'hui, on ne se dit pas qu'il y aura suffisamment de nouvelles exploitations Grégoire, pour que la production augmente dans les prochaines années. Les derniers gros gisements découverts ont été découverts au milieu des années 90. Et même si aujourd'hui on décidait d'en mettre en production qui n'ont pas encore été mis en production, il faut 15 ans, 20 ans pour ouvrir une mine d'or. Donc à horizon 2030, vous comprenez bien qu'on n'arrivera pas à travailler avec ça. Et la déplétion des autres mines fait que même si on met en place de nouvelles mines, on sait que probablement 2025 sera le peak gold. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc à court terme, on a tous ces éléments-là. Et puis on a surtout un élément majeur qui nous fait rester très optimiste pour la suite, c'est le problème de la dette, qui devient un problème qui était pour l'instant un peu occulté, mais avec des intérêts de la dette qui deviennent de plus en plus importants. Cette année, on va dépasser les 1000 milliards de dollars d'intérêts sur la dette américaine. C'est plus que le budget de la défense, plus que le budget de l'éducation. Et donc, on sait que les taux d'intérêt vont devoir rester bas. Et on sait que à un moment, il risque d'y avoir une perte de confiance. Il y a aussi une perte de confiance sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, donc sur une possibilité de taux qui baisse beaucoup. Tout ça, ce sont des facteurs de soutien à l'or. Et donc, ça nous aide à penser que peut-être que le mouvement qu'on a connu aujourd'hui, même s'il est très prononcé, n'est peut-être mais ça fini. Valide votre thèse, c'est pas à vous que je la prendrai, Benjamin, mais l'or n'est plus seulement perçu comme un actif de couverture, c'est un vrai thème d'investissement aujourd'hui. C'est un vrai thème d'investissement et ça risque de le devenir de plus en plus. Je vais vous donner un seul exemple, Grégoire. Hier, le directeur des investissements de Morgan Stanley, une petite banque américaine, a publié un papier dans lequel il explique que compte tenu de l'évolution de la situation et du fait qu'il y a une recorrélation des actifs actions et obligataires, le portefeuille modèle habituel, 60% actions, 40% obligations, est derrière nous. Et il dit, le nouveau portefeuille cible, c'est 60% actions, 20% obligations et 20% or. Ah ouais.
Et là, je dois C'est plus avouer les que 5% qu'on recommande traditionnellement pour dormir c'est tranquillement. ça. Et sachant qu'aujourd'hui, Ouais. on estime que dans la partie gestion de fortune, dans la partie gestion des actifs privés, Ouais, ouais. l'or représente à peu près 1% des allocations. Donc on a encore beaucoup de place pour voir l'or continuer à progresser dans les mois et dans les années qui viennent. Comment on met un prix sur le potentiel encore restant de l'or, Benjamin? Nous, on a arrêté de mettre un prix. Ouais, Ce que je peux d'accord. vous dire, c'est quand ça s'arrêtera. Et là, je prends un gros pari en disant ça parce que ça peut paraître un peu aberrant, mais pour moi, le vrai problème fondamental, c'est le problème de la dette. Et donc, pour l'instant, ce problème de la dette est accepté, mais à un moment, on va commencer à se poser des vraies questions sur la capacité de remboursement de la dette si on continue à aller dans ce sens-là. Et donc, à ce moment-là, quand la perte de confiance va être plus importante, le cours de l'or va beaucoup monter. Mais au moment où on va régler le problème de la dette, soit par une restructuration de dette, ou appelons-la autrement, je ne sais pas, mais ou par des taux d'intérêt négatifs ou autres, eh bien à ce moment-là, il faudra vendre son or et il faudra oublier l'or pour 25 ans. Ouais, c'est Voilà. Le vrai problème, c'est la ça. dette. Donc c'est le Grégoire, ratio dette sur PIB qui va être le juge arbitre effectivement qui peut- du alors, momentum de l'or. En fait, le juge arbitre, c'est la confiance. La confiance, c'est binaire, c'est 0 ou c'est 1. Vous avez confiance ou vous n'avez pas confiance. Pour l'instant, la confiance s'étiole, mais elle est toujours là. Le jour où elle disparaît, on a une vraie crise, le cours de l'or s'envole, on doit régler la crise, et là, il faut vendre son or et l'oublier pendant 25 ans. Ouais. Au-delà de l'or, c'est les précieux dans leur ensemble qui Ouais. réalisent des performances importantes cette année. Oui, Benjamin. l'or fait un excellent parcours, mais le platine fait encore mieux que l'or. Pourquoi? Parce que le platine, la contrainte sur la production est déjà là. 80% du platine est produit en Afrique du Sud et les mines sont très profondes et comme les cours étaient en baisse, il n'y a pas eu d'investissement depuis longtemps, donc la production baisse. Et côté demande, le platine, ça sert beaucoup aujourd'hui à faire des pots catalytiques. Oui. Donc on s'attendait à une baisse de consommation, mais on prend du retard dans la transition énergétique et on utilise de plus en plus des voitures hybrides. Or, une voiture hybride a toujours un pot catalytique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pot catalytique d'une voiture hybride est plus gros que le pot catalytique d'une voiture thermique. Ça peut paraître bizarre, mais donc vous avez 10 à 15% de platine de plus dans un pot catalytique de véhicule hybride. Et donc, on a une demande qui se maintient et une offre qui a tendance à diminuer. Ouais, Donc, ouais. les prix montent et l'ajustement est assez violent parce que la baisse avait été très forte. Et puis, il y a un autre point qui est très important pour le platine, Grégoire, c'est que vous le disiez, le prix de l'or a beaucoup monté. Et donc, à un moment, les bijoutiers commencent à se poser la question de savoir si ça n'est pas intéressant de faire des bijoux en sûr. platine qui aujourd'hui est beaucoup moins cher que l'or, Ouais, ouais, alors qu'il ouais. était autrefois considéré comme plus précieux. Donc dans la Et- dimension usage tangible de ces métaux Exactement. précieux, le platine peut remplacer en partie peut-être une partie de l'or Peut-être, utilisée et il faut pour, savoir, la joaillerie et les bijoux. voilà, et il faut savoir que le marché de l'or, c'est un marché de 4500 tonnes par an. Le marché du platine, c'est un marché de 250 tonnes. Donc Ah si oui. vous avez même un tout petit peu de ce marché de l'or qui passe sur le platine, ça peut très vite déséquilibrer Ouais. ce marché. Donc le platine tire très très fort à la hausse et l'argent, bien sûr, parce que l'argent, on l'utilise beaucoup pour la transition énergétique. Le marché de l'argent est en déficit cette année pour la 5e année consécutive. On est déjà dans la situation difficile de l'équilibre entre la production et la consommation. Si on parle produits et innovation que vous apportez au marché chez Ophia Invest AM, ce sont des produits structurés ayant comme sous-jacent des métaux, les Ouais. métaux de la transition notamment, Ouais. Benjamin. Ouais, c'est Qu'est-ce que, alors, en quoi c'est une innovation entre guillemets? Parce que les produits structurés, la vague monte depuis des années, mais c'est vrai que le sous-jacent des métaux était peut-être pas un sous-jacent habituel pour structurer des produits. Oui, les matières premières sont un sous-jacent qui est assez ignoré d'une façon générale. Alors on avait vu des produits structurés autour de l'or notamment parce que ça avait intéressé. Mais nous on a trouvé ça pertinent d'aller proposer un produit structuré sur un panier plus large de métaux, notamment les métaux qui vont être nécessaires pour la transition énergétique parce que c'est des métaux qui ont un gros potentiel, mais en même temps, même si la thèse d'investissement est relativement claire, ça bouge beaucoup. Et ça peut faire peur. Et on s'est dit, le produit structuré, en particulier avec un capital garanti, peut être très rassurant pour un investisseur privé. Et donc, ça a tout son sens, sachant que ces actifs sont des vrais actifs de diversification. Ils sont peu corrélés avec les actifs traditionnels. Et donc, ils apportent une décorrélation. Bon, après, vous n'enlèverez pas le fait vous êtes sur un produit structuré. Donc, en contrepartie, vous avez quand même un risque de contrepartie parce que vous travaillez avec une banque. Il faut quand même mentionner, ce n'est pas le produit magique. Mais vous avez le moyen comme ça de vous rassurer sur la volatilité, de mieux vivre cette volatilité, tout en ayant un potentiel de participer à cette évolution des cours si elle devait se produire à un horizon 3, 4, 5 ans. Voilà, donc c'est une solution qui est bien pour les investisseurs privés. Ouais. Et puis c'est aussi très bien pour les investisseurs institutionnels parce que les investisseurs institutionnels ont un autre problème, c'est que quand ils investissent dans des produits, ils doivent mettre du capital en face de ce produit. Bien sûr.
Et voilà. En mettant une garantie en capital, en mettant tout un système de produits structurés, une structuration, vous permettez de réduire ce besoin en capital parce que la garantie permet notamment de s'assurer qu'on va perdre moins d'argent. Et donc tout ça aide énormément et permet aux institutionnels de commencer à considérer cette gamme de produits. Nous, on trouve que ça apporte vraiment quelque chose en termes de diversification. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Concrètement, quand vous dites les métaux de la transition, donc il y a le cuivre. Oui, Quels bien autres sûr. types de métaux on va retrouver justement dans ces Le produits cuivre, c'est le structurés couteau suisse de la transition énergétique, on en a besoin. Après, vous avez l'aluminium, sachant que l'aluminium est aussi, là aussi un métal comme les terres rares dont on parle beaucoup, très dépendant de la Chine. La Chine fait 60% de la production mondiale et a décidé de caper sa production pour des raisons de consommation électrique et de pollution. Vous avez l'argent qui est nécessaire dans toutes les technologies bas carbone, essentiellement les panneaux solaires et les voitures électriques. Vous avez le nickel. Vous avez pour les batteries pour éviter l'oxydation de l'acier également. Vous avez le zinc, là aussi. Enfin là, il y a tout un panier. On a 9 métaux dans ce panier. On a rajouté de l'or parce que l'or a un côté rassurant et stabilisant dans le panier. Donc voilà, on a tout un panier qui sert de sous-jacent et qui permet d'essayer de proposer une offre intéressante, diversifiante, avec un risque maîtrisé grâce à la mise en place de garanties en capital. Même si ça ne protège pas de tout, encore une fois, ce n'est pas un produit magique. Chacun trouvera la bonne manière de s'exposer à ce marché des commodités et des matières premières. Merci beaucoup Benjamin. Merci, Benjamin Grégoire. Louvet, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest AM avec nous à Lyon depuis cette convention patrimoniale. Et on poursuit nos entretiens à l'occasion de cette édition spéciale de Smart Bourse depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon cette semaine. Smart Bourse qui intègre de plus en plus l'univers des actifs privés. Et nous en parlons avec Yves Desjardins, le responsable Europe de l'Ouest de Schroders. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, ça fait quelques années qu'on observe tous la vague montante de démocratisation des actifs privés. Vous nous direz où on en est de cette vague, mais vous le dites vous-même, c'est aussi un sujet qui n'est pas sans risque de réputation pour l'industrie de l'asset management au sens large. Attention, comme vous dites, à ne pas céder à une tentation trop court-termiste, d'une offre qui serait bâclée, qui ne se ferait pas forcément dans l'intérêt du client final. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Yves ? Alors, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une énorme attente, il y a une énorme envie, il y a une pression de l'État, du secteur public. Réglementaire. Qui a besoin, avec la loi Industrie Verte, qui a besoin de trouver des relais de financement pour ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a dans le même temps des pressions sur les marges chez les asset managers, sur les actifs cotés. Et donc, on voit bien, et on en est conscient, que les actifs réels peuvent être une solution pour se diversifier, certes en clientèle, mais aussi pour rétablir un petit peu les marges. Rétablir un petit peu les marges, oui, c'est ce qu'on fait chez Schroders, je pourrais en reparler. Mais si la tentation, c'est de se dire, attention, et pardon de le dire comme ça, c'est une vache à lait, le risque, c'est d'aller trop loin, de capturer la performance qui a déjà été faite en PE par certains acteurs, et quelque part de tuer ce qui est une opportunité naissante. Ouais, c'est ça. Très vigilance là-dessus et à le faire bien, à le faire dans des bonnes conditions. Ouais. Comment on s'assure ? Alors, on parle d'alignement d'intérêt, skin in the game. Comment est-ce qu'on s'assure d'un bon alignement d'intérêt quand on s'adresse à des clients non professionnels ? On parle des particuliers, mais ce sont des clients non professionnels, comme vous dites, Yves. Complètement. Et même si généralement on va passer par l'intermédiation de CGP, d'assureurs vie, de distributeurs. Mais oui, ils sont non professionnels. Et l'alignement, pour moi, il répond à un principe de base. On doit offrir à nos clients privés exactement la même offre, les mêmes investissements que sur la partie institutionnelle, professionnelle. Ce que je veux dire par là, et en plus ça a des vertus. Première vertu, si on fait ça, ça veut dire que moi, mon équipe de gestion, en dette infra pour ce qui nous concerne en ce moment, on va lui demander d'originer des deals à la fois pour ce qu'elle faisait jusqu'à présent et pour des nouveaux clients. Donc le boulot est le même, il est juste, dans un très mauvais français, scalable. Oui. On peut avoir un effet de levier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je fais ça, ça veut dire que je n'ai pas vraiment d'opportunité ou d'incentive à augmenter mes frais. J'ai fait le même boulot, donc à la fin, je peux tenir mes frais relativement bas. On pourra revenir dessus, il faut quand même les monter pour les sujets de distribution et de marketing, mais relativement bas. Et surtout, il y a un effet réputationnel.
Chez Schroders, on a fait plus d'une centaine de deals en 15 ans. On a eu 0 défaut. La classe d'actifs de dette infra est par essence une classe d'actifs où les défauts sont très rares, mais ça pourrait arriver. Et je m'imagine assez mal, dans 5 ans, dans 10 ans, avoir un défaut dans un portefeuille qui serait le portefeuille retail, mais où le client institutionnel, lui, ne serait pas touché. Ah ouais. Pour Schroders, pour la famille, ce serait un vrai sujet. Donc Ouais. on ne peut pas faire ça. Donc nous, à la fin, on aligne complètement les clients privés et le client instit, c'est les mêmes deals. Sur le sujet de la tarification, comme vous dites, gérer des actifs privés, ça a un coût. Qu'est-ce qu'on peut, j'allais dire, faire passer comme coût aux clients en restant dans une tarification juste et transparente? Alors il y a plusieurs façons de répondre à ça. Ouais. Il y a la première chose, c'est le partage de valeur. Ultimement, il faut que, à la fin, ce qui reste net à l'investisseur, net au client, ça soit cohérent. C'est-à-dire que si je vous parle de PE et qu'on vous explique que c'est 14%, qu'on a oublié de vous dire qu'il y a un effet dilutif et qu'on a oublié de vous dire qu'il y avait des frais à l'entrée, qu'il y avait des recurring et que vous tombez à 4, ça marche Oui, pas. oui. Voilà. Donc nous, en gros, ce qu'on a dit, c'est sur la dette infra, on va faire une offre. On va se retrouver sur les niveaux de taux actuels, 6-7 net à l'investisseur. Et on va avoir, grosso modo, je mets les frais administratifs de côté, les frais techniques, mais 2% de frais, et on va répartir ça 50-50, 50 pour le distributeur, 50 pour l'asset manager. Et si on regarde, pour revenir à ce que je disais juste avant, comment ces frais sont constitués et pourquoi c'est 1% chez nous, et comment ça se compare avec une offre institutionnelle. Si je fais la même offre modulo le monétaire, qui est Oui. la poche liquide des LTIF, je serai aux alentours de 80-85 centimes pour un instit, et je vais être à 1% pour du retail. D'accord. Et pourquoi j'ai 15 BP de plus D'écart. Parce que simplement j'ai un effort marketing Ouais, la supplémentaire. distribution, etc. L'année Bien sûr. prochaine, probablement, j'ai un stand à Patrimonia. Ouais, Enfin, bien voilà, sûr, c'est bien des sûr. choses comme ça. Ouais, je comprends. Il faut attendre beaucoup de dispersion dans cette classe d'actifs. Les professionnels en ont l'habitude, Yves, mais il va falloir aussi éduquer les non-professionnels à ce que les rendements soient très dispersés en fonction, et c'est là où ça reste un métier intéressant de sélection aussi de gérants, j'imagine, mais il faut s'attendre à une grande dispersion des rendements dans Alors, cet il faut univers. s'attendre à une dispersion, oui, et en même temps, à mesure que, avec la loi industrie verte, Ouais. les actifs réels gagnent en place En maturité, en maturité ouais. et en importance dans les allocations, je pense qu'on va avoir un point important. L'assureur vie, ou le gérant du PER, assureur en l'occurrence très souvent, il sait qu'il y a une chose qui va se produire, c'est que si, on l'a vu sur l'immobilier, s'il y a un sujet de liquidité, celui qui va reprendre l'actif au bilan, a priori c'est l'assureur. Ouais. Et donc, quelque part, dans la sélection des actifs, il va devoir être ultra vigilant, et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui chez Schroders avec les assureurs, ce qu'ils mettent en UC, ils se disent, est-ce que Est-ce que je suis j'accepterais de prêt à le prendre? l'avoir sur Est-ce que je l'actif suis prêt à le prendre moi-même? Exactement. Ouais, bien Et sûr. si c'est ça la réponse, Ouais. a priori, on va trier Ouais, je le bon grain comprends. de livret. Ouais, très clair. Pourquoi la dette infra? Vous avez déjà cité plusieurs fois la dette infra. Mais donc, c'est une des caractéristiques, enfin, c'est ce qui vous caractérise dans cet univers du non-coté, Oui, en entre fait. autres chez Schroders. Alors en fait, Yves. chez Schroders, en actif réel, on s'est développé depuis un peu plus Ouais. de 15 ans. Je mets l'immobilier de côté qui est là depuis 70, mais on s'est développé là-dessus. On fait du PE, on fait de l'infra-equity et on fait de l'infra-dette. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est comment rentrer sur ce marché naissant et nouveau en se positionnant sans être complètement en compétition frontale, notamment avec les acteurs locaux. Les acteurs locaux, on en a plein qui font du PE, qui le font plutôt bien. C'est pas la peine d'y aller. On est très bon en PE, mais c'est pas là-dessus qu'on serait Je rentré. comprends. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on va dire à des clients particuliers de rentrer sur des actifs non cotés avec une absence de liquidité ou une liquidité partielle sur le LTIF et avec une acceptation du risque différente. Et en fait, pourquoi la dette infra? En fait, la dette infra, quand vous regardez historiquement, c'est entre ce que vous regardez en termes de niveau de risque, de rating, c'est entre 0,5 et 1% de taux de défaut historique. Ouais, Même s'il y a un défaut, vous avez un actif réel derrière, donc vous avez du recovery. bien sûr. Et surtout, il y a un point super important. Si je compare avec la dette privée, j'ai rien contre la dette privée du tout. Il en faut en portefeuille en diversification. Mais en dette privée, vous avez à peu près le même niveau de défaut, un peu plus, mais c'est assez comparable. Sauf qu'en cas de retournement de marché, de cycle économique, vous avez des pics de défaut. Je comprends. Vous ne l'avez pas en C'est pas infrastructure. linéaire. C'est pas linéaire. Et, Ouais. et si je termine là-dessus, on est passé quand même par un stress test qu'on ne pouvait pas imaginer, qui était le Covid. Ouais. Pendant le Covid, on s'est retrouvé à dire, nos clients, Instit, on leur disait, l'infrastructure, ça fonctionne toujours, voilà.
En fait, non. Pendant le Covid, les aéroports ne Ça tournaient s'est arrêté. plus. Voilà. Ça s'est arrêté. Et ça a tenu et il n'y a pas eu de défaut. Ouais. Et donc la dette infra, c'est la meilleure porte d'entrée, le meilleur couple rendement-risque pour un client privé qui veut se confronter à cet univers des actifs privés, justement, Alors, Yves. je suis par essence biaisé, Ouais, parce que c'est ce qu'on a construit depuis 2015 chez Schroeder. On a fait plus de 6 milliards, on a 30 personnes à Paris. Donc ouais, la réponse courte est oui. oui, Mais si j'essaye de faire abstraction de ce côté auto-centré, oui, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on va amener des clients, leur expliquer qu'il y a une prime d'illiquidité, qu'il faut accepter, et ça c'est hyper important, même si c'est LTIF, c'est pas liquidable demain matin. non, faut expliquer que c'est un tunnel quand même. C'est un tunnel, on a quand même un horizon. La grosse différence, c'est qu'en cas de crise de marché, Ouais. dans le scénario du pire, quand vous faites de l'immobilier et du PE, et encore une fois, j'ai rien contre ça, quand vous voulez en sortir, il faut vendre. Et vous vendrez à un prix décoté ou quand le marché redémarrera. Quand vous faites de la dette, sauf défaut, vous n'avez pas à vendre, c'est remboursé. Et vous privilégiez des infrastructures déjà existantes, ça dérisque aussi les portefeuilles. Oui, c'est ça, on a Yves plutôt une approche qui est ce qu'on appelle brownfield. Ouais, Greenfield, brownfield. Greenfield en développement, brownfield déjà opérant. On fait parfois entre les deux, c'est-à-dire que vous pouvez financer, imaginons, même si c'est pas très vert, une autoroute qui doit s'élargir. L'actif est opérant. Vous avez déjà 2 voies, vous êtes en train de faire la 3e, donc vous avez de la sécurité. Donc oui, plutôt brownfield, plutôt sur des technologies matures. Et par exemple, un autre exemple, si on fait des data centers, chez nous les data centers c'est de l'infrastructure, c'est pas de l'immobilier. bien sûr. Ça peut se Oui, discuter. ça peut être de la logistique. Ça peut se discuter. Ok. Nous on va faire ce qu'on appelle des hyperscalers, c'est-à-dire des gros actifs. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'en fait vous avez des gens comme les GAFA, les Amazon, les Google et autres, qui vont prendre ces actifs-là, même vides, pour acheter de la capacité, Bien qui sûr. vont avoir cette capacité à payer et avoir de la récurrence sur les revenus. Ouais. Sur un fonds de dette infra chez vous, quel type d'espérance, de rendement est-ce qu'on peut avoir, Yves? Ça va dépendre du niveau de risque qu'on essaie de prendre. Ouais. Si on est sur de la dette senior, c'est pas ce qu'on va faire pour les clients privés. On est sur un spread de l'ordre de 200 points de base, donc de D'accord. 2%. Si on fait de la dette junior, on est plutôt sur 400-500. Et D'accord. si on est de spread toujours, Ah ouais. et si on fait du high yield, on est aujourd'hui entre 700 et 900. D'accord. Nous, ce qu'on a décidé pour les clients particuliers, Ouais. c'est de faire une combinaison entre ce qu'on appelle la junior et le high yield. À la fin, c'est le sub-investment grade pour faire simple. Et on va générer à peu près 8,5-9 brut. Si je retranche les 2% dont je parlais tout à l'heure, on va se retrouver sur du 6, 6,5, 7 en fonction. Voilà. Ouais. En fonction des niveaux de taux actuels, ça fonctionne. Merci beaucoup Yves. Avec Yves plaisir. Desjardins qui Merci est venu beaucoup. évoquer pour nous le sujet des actifs non cotés avec ce focus autour de la dette infrastructure. Yves Desjardins, le responsable Europe de l'Ouest de Schroders, avec nous pour cette édition spéciale de Smart Bourse depuis Patrimonia à Lyon. Merci. Nouvel invité à mes côtés dans cette édition spéciale de Smart Bourse depuis la convention Patrimonia qui se tient cette semaine à Lyon. C'est la directrice générale déléguée du groupe Harvest, Delphine Asseraf. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler bien sûr des enjeux de l'IA pour l'industrie du conseil en gestion de patrimoine. Mais je voulais quand même prendre quelques instants pour revenir sur cette crise majeure que le groupe Harvest a traversée en début d'année, qui a été résolue depuis, Delphine. Mais justement, a posteriori, quels sont les grands enseignements que vous retirez de cette crise pour le groupe Harvest, mais j'ai envie de dire pour l'ensemble de l'industrie également? Alors effectivement, comme vous le dites, cette crise est derrière nous. Mais pour autant, je pense que chacun se souviendra de ce 27 février, lorsque la cyberattaque a démarré, que ce soit nos clients qui ont été évidemment impactés, mais aussi nos collaborateurs, pour qui c'était la première attaque. Ouais. Et là, effectivement, après le choc, la nécessité de rebond et forcément le retour d'expérience. Et aujourd'hui, plusieurs mois après, c'est vrai que nous, on a souhaité s'inscrire dans un partage de cette expérience pour faire en sorte qu'on travaille collectivement à la résilience de l'écosystème de la gestion de patrimoine. Donc c'est vrai qu'on partage avec les grandes institutions, les autorités de tutelle, mais aussi nos clients, ce que nous avons appris, la force du collectif. Et là, je tiens à remercier à la fois nos clients, mais aussi nos partenaires qui nous ont aidés à sortir plus vite de la crise. Et ce qui est important, c'est que chacun comprenne comment est-ce qu'on peut anticiper ce type de crise qui paraît
presque aujourd'hui incontournable, malheureusement, compte tenu de tout ce que nous entendons. Donc on se place véritablement dans un partage, dans une transparence avec chacun pour essayer en tout cas de se préparer au mieux et d'aider le monde de la gestion de patrimoine. Ça a permis une prise de conscience collective de place, Delphine, vous le pensez? Parce que c'est vrai que ces attaques cyber, elles sont récurrentes, pas chez Harvest bien sûr, mais des hôpitaux, des institutions sont visées en permanence par des cyberattaques. Est-ce qu'il y a une prise de conscience collective dans votre industrie liée à l'événement que vous avez traversé? Je le crois. Ouais. Je crois que vraiment tout le monde a pris conscience des enjeux, des risques. Moi j'ai été très touchée, et je tiens à le dire, par aussi le soutien de l'administration publique et des autorités et qui nous ont vraiment aidés. Et c'est là où j'ai pris conscience de la qualité des personnes qui avaient dans ces services. Et elles cherchent vraiment à aider le monde, et notamment le monde des services financiers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. C'est évidemment impossible de dire que telle ou telle société ne connaîtra jamais de cyberattaque. Mais en tout cas, on peut s'y préparer d'un point de vue humain. Comment est-ce qu'on gère une crise ? Comment est-ce qu'on change ses processus? Comment est-ce qu'on éduque aussi ses collaborateurs ou ses clients sur des bonnes pratiques, ce qui concerne la gestion des mots de passe, ce qui concerne la gestion des fichiers qui comportent par exemple des données sensibles. Donc cette prise de conscience, je crois qu'elle a aidé aussi à impliquer de nouveaux comportements et en tout cas, on essaie de le faire aussi en toute transparence et en soutien à ce monde de la gestion de patrimoine qu'on aime tant pour qu'on se protège aussi tous ensemble. Il y a une autre prise de conscience qui est en train de se diffuser, c'est celle des enjeux autour de l'intelligence artificielle dans cette industrie, des CGP en l'occurrence, Delphine Asséraf. Comment l'IA est en train de bouleverser ces métiers du conseil en gestion de patrimoine et évidemment quelle est la place d'Harvest dans cette diffusion des outils fondés sur l'IA et les nouveaux développements d'intelligence artificielle? Alors c'est vrai que vous avez un studio au plein milieu de Patrimonia, donc je pense que comme moi vous regardez le nombre de stands qui parlent d'intelligence artificielle. Aujourd'hui c'est une réalité. C'est une réalité qui bien sûr revêt des principes très différents d'une société à une autre, mais en tout cas ça s'inscrit aujourd'hui dans un quotidien et il faut s'y préparer. C'est une technologie de rupture et le plus on la pratique, le plus on peut imaginer les usages de demain. Et donc moi je ne peux qu'encourager parce que évidemment ça va tellement vite, les évolutions technologiques vont tellement vite que c'est en touchant du doigt, en testant jour après jour, qu'on se rend compte ce que ça peut changer dans notre pratique au quotidien. Et c'est vrai que nous, on essaie vraiment d'anticiper ces tendances. Moi, je crois que ça peut changer énormément de choses, à la fois dans tout ce qui est gestion un peu administrative, et c'est une réalité, notamment c'est les CGP. C'est quoi, 30-40% de leur temps parfois? Au moins 30%, et parfois jusqu'à 50% du temps. Et donc tout ce qui peut servir à automatiser les choses. Par exemple, comment est-ce qu'on peut lire plus facilement des documents? Comment est-ce qu'on peut faire des contrôles plus facilement? C'est du temps de gagner qui peut se déporter sur plus de conseils. Donc ça, je dirais, sur l'allègement de toute la partie administrative. Le deuxième sujet qui pour moi est important, c'est la personnalisation. Parce qu'évidemment, un CGP connaît par cœur tous ses clients, il doit adapter ses stratégies à chacun de ses clients, mais il peut être assisté de l'intelligence artificielle pour essayer vraiment d'adapter son contenu et préparer ses entretiens de façon beaucoup plus personnalisée qu'avant, parce que ces moteurs apprennent et donc sont capables de guider un petit peu le contenu des documents qui sont rendus aux clients de façon plus personnalisée. Donc le deuxième enjeu, c'est la personnalisation. Le troisième enjeu, c'est l'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire des calculs de façon beaucoup plus fluide et donc d'anticiper l'impact sur des placements, l'impact aussi par rapport à des préférences, notamment des préférences parfois extra-financières, de façon beaucoup plus juste. Donc sur ces trois sujets, je dirais que l'impact, moi, me semble inéluctable. Et bien entendu, je pense à un gain, encore une fois, pour tous ceux qui placent le conseil au centre de leur stratégie, parce que ça veut dire plus de temps. Alors, les marchés boursiers sont très enthousiastes à l'idée et au thème de l'intelligence artificielle. Chez vos partenaires, chez vos clients, est-ce qu'il y a malgré tout des freins à lever pour une diffusion peut-être plus rapide, plus large de ces nouveaux outils, Delphine? Alors je ne dirais pas qu'il y a des freins.
mais il y a des questions qui me semblent Ouais, tout légitimes. à fait légitimes et auxquelles il faut répondre. Alors chacun a ses convictions, mais par exemple, si vous le permettez, je vous prends un exemple. Nous avons introduit un module d'IA Mhm. dans une de nos solutions qui s'appelle FeedNet, qui est une solution qui aide les professionnels de la gestion de patrimoine à trouver toutes les références documentaires, les dernières jurisprudences, les textes de loi, encore une fois en préparation d'entretien ou en soutien d'une proposition d'investissement. Eh bien, ce module d'IA permet de répondre à une question que se pose le CGP, mais en fournissant les sources. D'où vient la Ouais, réponse, je sur comprends. quoi elle se base. Et cette intelligence, elle a été travaillée sur nos documents. Et donc, à la question, mais est-ce que C'est il pas va la y boîte avoir noire, des- c'est pas la black box. Est-ce qu'il va y avoir des hallucinations? Eh bien, on y répond par Ouais. comment est-ce qu'on a entraîné le modèle sur les documents qui sont créés par nos ingénieurs patrimoniaux. Ils sont à peu près une vingtaine. Ouais, ouais. Donc, ce sont des spécialistes qui testent le modèle. Le modèle est éprouvé sur des documents qu'on a nous-mêmes rédigés, donc avec autre chose, c'est notre doctrine, Ouais, notre ouais. compréhension. Et donc ça, c'est à la réponse. Est-ce que c'est une boîte noire? Je la trouve légitime. Ouais. La réponse, elle est, nous, on a décidé d'entraîner sur notre contenu. Ouais, ouais. Vos objectifs de moyen long terme dans cette révolution de l'IA, cette technologie de rupture, quels sont les grands objectifs que vous fixez chez Harvest de ce point de vue-là, Delphine? Je dirais qu'il y en a deux principalement. Ouais. Le premier, c'est de faire en sorte que ce soit aussi une source de transformation de l'entreprise. Parce qu'on- Pour l'entreprise Pour Harvest, en Pour- premier pour lieu, nous-mêmes. bien sûr. Et on s'est fixé dans notre stratégie 2030 que chaque collaborateur, mais quel que soit son poste, bien sûr on y pense pour un développeur, mais aussi pour une personne qui est au marketing, qui est au support client, puisse utiliser librement l'IA et s'en servir comme un soutien au quotidien. Donc ça, un sujet de transformation de l'entreprise. Et on a par exemple un outil qui s'appelle Harvest GPT, qui est développé par notre équipe d'IA. Ouais. Et voilà, qui prend en compte les besoins de nos collaborateurs. C'est aussi important, je pense, d'en faire profiter sa propre entreprise. Et puis le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on le rend au service de nos clients, mais sur toute notre gamme produit. L'objectif, c'est que ce soit sur l'ensemble de la suite logicielle, avec deux préoccupations, la satisfaction client, faire en sorte que vraiment nos clients soient encore plus heureux d'utiliser nos outils parce que l'IA facilite leur usage, et puis l'efficacité opérationnelle. Sur la transformation de l'entreprise, quel est le plan de marche? C'est-à-dire, il faut des référents dans l'entreprise, des ambassadeurs qui vont eux-mêmes diffuser l'IA auprès de leurs collègues. Comment on s'assure justement de cette diffusion qui transforme les métiers de l'entreprise? Alors, c'est Delphine? exactement ça. Il faut des Ouais, ambassadeurs, c'est ça, des prescripteurs. des prescripteurs, et il faut montrer. Donc nous, on organise régulièrement, toutes les semaines, ce qu'on appelle des meet-up, où on prend des cas d'usage. On dit voilà, comment est-ce que le support s'en sert, comment est-ce que la compta s'en sert. Ouais. Et donc en voyant les autres, l'usage qu'ils en font, ça Faut convaincre. donne des idées. Et donc on est très concret, mais ça passe par de la pédagogie, de la captation d'idées et des tests. Des fois, les tests sont fructueux, des fois, ils ne le sont pas. Il faut aussi C'est le savoir, principe des tests. il faut savoir abandonner des J'entends. idées. Mais en revanche, quand on voit qu'il y a quelque chose qui peut vraiment avoir de l'impact, quand on arrive à gagner 1 heure ou 2 heures par jour, c'est structurant. Donc, Ouais. l'écoute, les tests, et puis aussi d'être curieux, parce qu'on n'a pas réponse à tout nous-mêmes. Et donc, il faut regarder ce qui se fait en dehors de notre industrie aussi, de façon très humble, pour essayer de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer Ouais. à nos métiers. Vis-à-vis des clients, il faut nécessairement associer les clients au développement des usages qui leur sont destinés, Delphine. Et il faut les associer de deux façons. Alors, on essaie de le faire de deux façons, au travers de clubs, où on va capter leurs besoins. Parfois, et j'avoue que Patrimonia honnêtement est Un lieu super idéal pour pour ça. ça. Ouais, tu parles. Honnêtement, il est super pour ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire, mais vous savez, là, et je le dis très modestement, des fois, ils nous disent, mais en fait, j'ai trop de clics. Donc, comment est-ce que vous pouvez simplifier Ouais, l'accès à telle ou telle fonctionnalité? Donc, ces clubs sont là pour révéler finalement ce qui peut être amélioré. Les besoins. Et puis, on fait des tests live avec eux. On présente parfois 2 versions différentes et on leur demande laquelle est la plus intuitive. Donc, on va vraiment, et j'encourage d'ailleurs tous nos clients à venir nous voir et à nous le dire, on sera toujours à l'écoute parce que c'est ce qui nous fait grandir. Merci. Et donc, voilà, grâce à ces retours, on a aujourd'hui de l'IA sur 3 de nos produits.
J'espère que demain, ça sera sur Sur tous. l'ensemble de la gamme. Voilà, C'est exactement. l'objectif. Merci Exactement. beaucoup Delphine. Merci à vous. Delphine Asseraf qui venait nous parler de la diffusion de l'IA dans les métiers de la gestion de patrimoine et dans la transformation des entreprises. Une entreprise comme Harvest. Delphine Asseraf, directrice générale déléguée du groupe Harvest, avec nous dans Smart Bourse depuis cette convention Patrimonia à Lyon. Nouvelle invitée à présent à mes côtés depuis le stand Bismart à l'occasion de cette convention Patrimonia qui se tient cette semaine à Lyon. C'est Jean-Denis Bachot, le responsable Europe de l'Ouest de Fidelity International. Jean-Denis, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle avec vous de la montée en puissance, d'un nouveau phénomène dans l'univers des ETF au sens large, la montée en puissance des ETF actifs. Vous êtes une des sociétés de gestion mondiale. Alors j'inclus la partie américaine de Fidelity qui est indépendante de Fidelity International, mais si on prend les deux, vous êtes une société de gestion mondiale en pointe dans la démocratisation de ces ETF dits actifs. Jean-Denis, peut-être qu'il faut redonner un petit peu ce que l'univers des ETF actifs représente aujourd'hui dans le monde, les dynamiques de croissance et qu'est-ce qui soutient cette croissance du marché des ETF actifs. Bien sûr. Alors effectivement, les ETF, c'est un marché énorme puisque ça représente au niveau mondial 14 000 milliards d'actifs sous gestion. Les ETF actifs, c'est encore le petit bébé dans cet environnement puisqu'ils représentent seulement 1000 milliards. Moins de 10% pour l'instant. Absolument. C'est ça. Néanmoins, quand on regarde le taux de croissance des ETF actifs, au niveau mondial, c'est supérieur de 3 fois globalement aux ETF passifs qui, en termes de stock, oui, sont plus importants. Mais la dynamique est bien sur les ETF actifs, un peu plus d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis aujourd'hui ou en Asie. Parce qu'on parle plus loin en Europe, c'est ça, Jean-Denis? On part d'un peu plus loin en Europe, effectivement. Ça s'est démocratisé, entre guillemets, il y a quelques années de cela. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de sociétés de gestion, effectivement, qui se lancent sur ce créneau et pour de bonnes raisons. Ouais. C'est quoi les vecteurs de cette démocratisation? Qu'est-ce qui génère de la demande pour ces ETF actifs dans un univers qu'on pensait être un univers de gestion passive, historiquement, Jean-Denis? Globalement, je dirais, peut-être au-delà de l'enveloppe ETF, la première tendance que nous avons pu remarquer, que ce soit aux États-Unis ou aujourd'hui en Europe, c'est la volonté de certains clients, sur la partie corps de leurs allocations, d'aller sur des stratégies avec des tracking errors, donc des risques par rapport à l'indicateur de référence qui sont un peu plus faibles, un peu plus serrés. C'est-à-dire, oui pour de la surperformance, mais un contrôle des risques très très maîtrisé et en particulier sur les risques factoriels, les risques de style de gestion. Donc des approches, je dirais, un peu plus systématiques, quantitatives, de manière à avoir un niveau de risque un peu plus faible. Deuxième élément clé, le problématique du prix, en particulier avec Value for Money, où il y a certains acteurs qui, pour respecter en fait les problématiques de Value for Money, ont dû réduire la composante prix de la partie corps de leur portefeuille en allant sur des stratégies non pas indicielles, non pas de réplication d'indices, mais à tracking error un peu plus faible, comme les ETF actifs, de manière à pouvoir répondre à ces problématiques de tarification. Il y a un dernier élément aussi, plus en lien avec l'ESG, qui est de pouvoir aussi ticker la box SFDR8 que l'on peut retrouver sur ces stratégies d'ETF actifs et que l'on n'a pas forcément sur de la réplication d'indices, de grands indices. Ouais. Qu'est-ce que Fidelity apporte à ce marché? C'est quoi la position de Fidelity sur ce marché aujourd'hui, Jean-Denis? Et qu'est-ce qu'une boîte qui vient de l'analyse fondamentale, justement, apporte à ce type d'enveloppe active? Globalement, pour Fidelity, aujourd'hui, c'est une stratégie extrêmement importante au niveau européen. C'est vraiment une orientation très stratégique de la maison. C'est pour ça qu'on lance de façon très régulière des ETF actifs aujourd'hui. Parfois que nous déléguons à Fidelity Investment aux États-Unis d'ailleurs, où on va chercher le meilleur de Fidelity Investment aux États-Unis et que l'on importe pour nos clients européens. On y a accès en Europe. On y a accès en Europe. Et nous avons lancé récemment des stratégies small cap US ou large cap core en s'appuyant sur cette stratégie, sur ces stratégies qui viennent des États-Unis. Ce que l'on apporte, c'est avant tout notre ADN de base de gérant actif et notre recherche fondamentale. En fait, il y a une véritable économie d'échelle aussi pour nous à aller sur ces stratégies-là parce qu'on ne va pas réinventer la poudre en fait. On va réutiliser notre plateforme de recherche et nos convictions d'investissement de nos analystes et on va juste les imbriquer dans un processus d'investissement plus contraint en termes de risque avec des niveaux de tracking error plus faibles pour pouvoir répondre aux besoins de certains investisseurs
qui ne sont pas à l'aise à avoir des tracking errors trop élevés, des actifs monnaies trop importants. Et donc, c'est répondre à une partie du marché au travers de notre ADN de gestion active et de notre plateforme de recherche traditionnelle. Ouais. Comment vous arrivez à convaincre effectivement les partenaires qui sont là autour de nous, à Patrimonia, CGP, Family Office, Multifamily Office, qu'est-ce qu'ils demandent et comment vous répondez à leurs besoins justement avec ces solutions d'ETF actives? Alors étant à Patrimonia, effectivement, aujourd'hui, il y a l'éléphant au milieu de la pièce qui est le sujet des rétrocessions. Effectivement, quand vous êtes sur notre stratégie, une des stratégies les plus commercialisées aujourd'hui, qui est le fonds Enhance US Research, donc sur le MSCI USA, la tarification du véhicule est de 20 points de base. Donc non, il n'y a pas de rétrocession. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'on peut utiliser ce type de véhicule dans des enveloppes de gestion sous mandat pour des conseillers de gestion de patrimoine et se rémunérer sur l'enveloppe plutôt que de se rémunérer sur le sous-jacent. Ah ouais. Dans quelle mesure c'est une concurrence pour des fonds de gestion active traditionnels? On en avait déjà parlé l'an dernier, mais vous ne voulez pas opposer les deux. Pourtant, on se dit qu'un ETF actif, avec des frais beaucoup moindres, tracking error beaucoup plus serré, a tout pour venir remplacer justement des fonds de gestion active aujourd'hui. C'est vrai, et il y a certains acteurs qui passent de l'un à l'autre, effectivement. Mais qu'est-ce qui va se passer, je pense, si on se projette à un plus long terme? On aura toujours de la gestion active, avec de la tracking error élevée, des portefeuilles de conviction, des portefeuilles très concentrés. Il faut surperformer, et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est le métier. Après, il faut bien voir que sur la partie core, comme je le disais, il y a besoin d'avoir des approches de risque plus concentrées, plus serrées. Ça répond à cette partie-là du marché. Donc, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on ne propose pas, et on n'a pas vocation à proposer, des stratégies actives traditionnelles sous format fonds et de les répliquer dans un ETF. Ce n'est pas l'objet. On utilise véritablement ces approches qui sont des approches systématiques, où on va chercher les meilleures idées, comme aux États-Unis, de nos gérants actifs, et on va les packager à l'intérieur d'une approche systématique, quantitative, pour diminuer les risques factoriels. Mais c'est vraiment, et c'est en cela que je dis que ce sont deux approches qui sont complémentaires et que l'un ne fait pas véritablement concurrence à l'autre. Je pense qu'on aura toujours du core avec risque un peu plus élevé, core à risque un peu plus faible, et puis satellite à risque très élevé. Et je pense que les allocations continuent de se répartir de la sorte. Comment vous voyez la séquence de démocratisation, puisque c'est le sujet, même si on a compris que il y a encore beaucoup de place pour le développement de ces ETF actifs, ça passe forcément par des intermédiaires, type encore une fois CGP, CIF, banquier conseil éventuellement, ou est-ce que ce sont des produits qui sont, j'allais dire, à un moment directement destinés au grand public, comme le sont aujourd'hui les ETF traditionnels passifs? Alors, on voit globalement dans le cadre des néobanques et des acteurs plus digitaux l'appétence pour les ETF globalement, pas forcément actifs d'ailleurs, plutôt en gestion passive. Je pense que ça se développera aussi sur les ETF actifs parce que en particulier chez les jeunes, il y a la volonté d'aller plus sur ce type de véhicule. Je dirais que aujourd'hui le vrai sujet, la démocratisation, elle passe déjà par notre petit écosystème de sélection où pour des sélectionneurs de fonds, l'ETF actif est quand même aujourd'hui encore un peu un animal hybride et qu'il y a pas mal de réflexions chez les sélectionneurs de fonds de savoir comment est-ce qu'on va gérer les ETF actifs dans les buy lists. Est-ce qu'on le traite comme un ETF passif? Ce que je ne pense pas parce que ça n'a rien à voir avec un ETF passif. À partir du moment où il y a de la tracking error, il y a un risque et donc il faut réussir à le gérer, à mon sens, comme un OPCVM traditionnel actif. Et donc, ça demande un peu d'ajustement aussi au niveau des sélectionneurs pour intégrer les ETF actifs dans leur démarche de sélection. Ce n'est pas la même manière de sélectionner un ETF dit passif et un ETF dit actif. C'est ça, pas du tout. Absolument. On doit véritablement aller dans le cœur du moteur. À partir du moment où vous avez de la tracking error, même si c'est un moteur systématique, il faut comprendre la récurrence de l'alpha. Et donc, il faut rentrer dans le moteur. Je dirais que le déclencheur d'achat, d'ailleurs, est beaucoup moins aujourd'hui sur les ETF actifs, la liquidité en continu, que le prix et l'alpha, la capacité d'alpha récurrent. Et le sous-jacent et le moteur du produit. Merci beaucoup Jean-Denis. Jean-Denis Bachot avec nous, le responsable de l'Europe de l'Ouest de Fidelity International depuis cette convention Patrimonia évidemment à Lyon.